Je vais pas vous le cacher, ça fait un certain temps que j'avais envie de faire des vidéos debunk concernant le cinéma ou l'audiovisuel en général. Comme ce que j'avais fait avec la révélation des pyramides. Morgane, on va pas s'en sortir si tu me coupes dès l'intro. Pardon. Donc, si je veux corriger certains contenus, c'est parce qu'il y a pas mal de vidéos sur le cinéma qui pullulent et on a souvent le droit à des pépites qui, personnellement, me filent des ulcères tellement elles m'agacent. Du coup, forcément, quand je tombe sur des vidéos transmettant des informations biaisées au mieux, totalement erronées au pire, je me sens obligé de réagir et de corriger l'erreur. Et j'insiste sur le corriger, je ne suis pas à la recherche de clash et je ne fais pas ça par pure méchanceté, mais par volonté d'apprendre quelque chose avec un minimum d'objectivité. Alors moi, au départ, j'étais pas prévu, sauf que je me suis rendu compte que Reggie, si je mettais un commentaire sous ses vidéos, eh bien, personne pouvait les voir. Donc, comme j'ai des choses à dire, eh ben je suis là. Bref, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais corriger une vidéo de Regele Gorilla. On va corriger, s'il te plaît. Pardon, donc on va corriger la vidéo de ce vidéaste qui a 122 000 abonnés et qui traite souvent de cinéma devant un fond vert remplacé par un fond bleu dégradé. Alors en vrai, je sais que c'est un tacle gratuit qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais quand on a un fond vert, autant s'éclater en mettant un décor un peu plus recherché. Là, autant acheter directement un fond bleu. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que par exemple, de mon côté, si tu me files un fond bleu, eh ben j'en fais un fond vert. Du coup, Reggie fait surtout des critiques sur sa chaîne qui ne m'intéressent absolument pas personnellement. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de sa vidéo parlant de la chronologie des médias. Donc, la dite vidéo commence par cette phrase. Je vais vous expliquer la chronologie des médias. Retenez bien cette phrase, on en reparle en fin de vidéo. Donc il explique ce qu'est la chronologie des médias, pourquoi elle existe, depuis quand, etc. Et au lieu de commenter toute cette partie, qui relève de la mauvaise récitation d'une information comme nous le verrons, nous allons vous expliquer ce qu'est la chronologie des médias. Vous êtes prêts? Parce que ça va être court. Au début, cinéma, années 50, démocratisation de la télé, les gens c'est des feignasses, ils veulent plus aller au ciné, et puis après, il y a la VHS. Vive le support physique, et oui, ce sont des VHS. Les gens, c'est encore plus des feignasses, enfin, faut quand même bouger au vidéoclub, et il est donc décidé par arrêté ministériel que des délais seront instaurés pour les différents acteurs de diffusion d'œuvres cinématographiques en France, ce qu'on appelle la chronologie des médias. Mais bien évidemment, cela a évolué et nous allons nous référer à l'arrêté de 2018 que je vous mets en description, ainsi que le lien comportant la frise chronologique utilisée par Reggie. Ah, les fameuses sources à retardement. Oui, on reviendra d'ailleurs sur le rajout de ces sources, mais je te laisse expliquer le fonctionnement actuel de la chrono. Merci Cinématips, laissons la parole aux jaloux. Donc voilà comment se présente la chronologie des médias. Merci Yannick du blog du cinéma pour ton infographie parce qu'on va pas mal s'en servir. Sauf que nous, on va citer notre source tout de suite. Les liens sont en description. Bravo! Et je vous jure qu'elles y sont maintenant, on n'a pas attendu 3 jours. Sauf dérogation exceptionnelle, un film pourra sortir en vidéo à la demande payante à l'acte, en DVD et Blu-ray, 4 mois après sa date de sortie nationale. Après vient l'exception de Canal+, qui peut diffuser un film entre 6 et 8 mois après sa date de sortie en salle, en fonction du score au box-office du film. Alors on dit Canal+, mais Orange Studio est aussi concerné. Et ça c'est bizarre que Reggie ne le mentionne pas, parce que sur ses sources, même si elles ont 3 jours de retard, je le répète, eh bien ça y figure. Là on voit bien que c'est marqué Canal+, mais aussi Orange Studio, et c'est même marqué en gras pour les non-élitistes qui auraient pas fait attention. Et pas seulement. Là, on le voit sur l'infographique, c'est marqué donc Canal+ et Orange Studio, c'est la première fenêtre de diffusion. Pour la deuxième fenêtre de diffusion, concernant les chaînes payantes de cinéma, il faut attendre 15 à 17 mois si un accord est signé. Tout comme pour les plateformes SVOD dites vertueuses. Pour les autres chaînes payantes de cinéma sans accord signé, il faut attendre 24 mois. Alors je sais ce que tu te dis, c'est quoi une plateforme SVOD vertueuse? Oui, parce que Reggie te balance ça comme ça sans t'expliquer vraiment, et donc du coup, nous, on va le faire. Enfin, c'est un petit peu long, donc du coup, on te met les liens en description. Il suffit d'aller voir en annexe 1.6 de cet arrêté. Je peux comprendre que ce soit un peu bordélique, donc si t'as pas compris, tu nous le demandes en commentaire. Les autres chaînes de télévision, à savoir En Clair ou autres chaînes payantes, devront attendre 20 à 22 mois pour diffuser un film, si elles s'engagent dans la coproduction d'œuvres cinématographiques européennes au minimum de 3,2% de son chiffre d'affaires, dont 2,5% sont utilisés pour les productions françaises. Si elles n'investissent pas ces 3,2%, elles doivent attendre 30 mois. Alors pour Canal+, c'est 9%, donc certes, ils ont peut-être un petit avantage pour diffuser avant les autres, mais en même temps, ils investissent beaucoup plus. Ensuite, on a les plateformes SVOD non vertueuses, qui, avec accord, doivent attendre 30 mois. Et là, pour les infos, c'est comme pour les plateformes SVOD vertueuses. Tout est disponible dans le lien qu'on t'a mis en description, en annexe 1.8. Et pour terminer, viennent les plateformes SVOD par abonnement payant, comme Netflix, Amazon, Disney+,
qui doivent attendre 34 à 36 mois, soit 3 ans, et les plateformes SVOD gratuites qui doivent attendre 42 à 44 mois. Voilà pour le côté législatif. Normalement, on n'a pas dit de conneries. Et je dis bien normalement. Donc n'hésitez pas à aller voir le texte, et puis si on a oublié des choses, bien vous nous le dites en commentaire. On peut avoir fait des erreurs parce que c'est assez le bordel à lire. Et donc, je peux comprendre qu'on aille chercher des informations beaucoup plus simples à lire, mais clairement moins précises. Un manque de rigueur, en tout cas mentale. Pour les autres pays, c'est différent. Apparemment, Redje aurait regardé. Mais moi, j'aimerais bien aussi regarder pour savoir en quoi c'est différent. Sauf que, il n'y a pas de source. Voilà, on a regardé les sources de Redje et il s'avère qu'il n'y a aucune source sur le fait que c'est différent dans d'autres pays. Je sais bien que c'est différent dans d'autres pays, mais j'aimerais bien savoir en quoi. Du coup, si tu peux nous envoyer les sources, ce serait cool, merci. Je reviens également sur une explication de Redje qui dit ceci. Pour être considéré comme une chaîne vertueuse ou une plateforme de SVOD, il faut donner 16% d'après ce que j'ai lu de son chiffre d'affaires national. Alors, je sais pas d'où il sort ce chiffre. Alors peut-être que je sais d'où vient le 16. Je crois que c'est dans cet article de Numérama. En fait, à un moment dans cet article, il parle du 16 mars. Alors peut-être, et je dis bien vraiment peut-être, hein, ce n'est qu'une supposition, peut-être qu'il a confondu 16 mars et 16%. Voilà. Ou alors c'est sur l'article de Télérama parce que dans la partie gratuite, il y a marqué 16 mars. Après, peut-être que dans la partie payante, il y a les 16%. Ouais, mais moi je suis pas abonné à Télérama. Et donc, Redje, apparemment, comme tu es abonné à Télérama, est-ce que tu pourrais nous faire un petit screenshot de cet article? Merci. Bref, dans l'arrêté, il n'y a pas 16% pour les SVOD vertueuses. Surtout si les non vertueuses avec contrat, c'est 21% du chiffre d'affaires. D'ailleurs, attention à bien mettre la date du jour pour être sûr d'avoir la bonne version de la chronologie des médias. Et prenez en compte le fait que la vidéo a été faite en avril 2020. Le texte peut changer. Mais c'est bien un investissement, c'est-à-dire que les 3,2% utilisés pour la production, eh bien cette production va ramener de l'argent à la chaîne qui a investi. Je préfère le préciser, parce que quand tu écoutes Redje, t'as l'impression que c'est genre le CNC ou un autre organisme qui vient taper dans la caisse et qui dit « c'est bon, j'ai pris mes 3,2% et puis je me casse ». Ah, tu parles de ce passage. Imaginez qu'on prend vos impôts et encore 25% de votre argent pour financer quelque chose qui ne vous appartient pas spécialement. Alors non, financer quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est par exemple prendre un abonnement sur une plateforme SVOD au lieu d'acheter des films sur support physique ou en dématérialisé. Par exemple. En fait, c'est pas sur son explication de la chronologie des médias sur laquelle je voulais forcément revenir, mais sur ce qu'il dit après, et c'est vraiment là que ça se corse. Après avoir expliqué la raison de l'existence de cette loi, à savoir préserver les différents réseaux de diffusion, il dit que la chronologie pose problème sur certains points, et le premier c'est l'exception de Canal+. À partir de 6 à 8 mois, c'est Canal+ qui a le droit d'avoir des films sur sa chaîne de télévision payante. Qu'est-ce que ça fait en soi? Ça permet donc à Canal+ d'avoir un avantage compétitif sur toutes les autres plateformes et toutes les autres chaînes de télévision gratuites. En échange de leur contribution au cinéma français, Canal+ ont l'avantage et permet de diffuser n'importe quel film sur leur chaîne. On va en parler plus en détail, mais c'est vrai que du coup ça crée des règles pour les autres chaînes et les plateformes. C'est que si tu veux montrer, je sais pas, un film comme 1917 qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, il faudra attendre un sacré moment, alors que Canal+, après 6 mois, ils peuvent diffuser le film. Donc on est clairement sur un esprit de compétition qui me semble d'après moi assez anti-compétitif, parce que du coup Canal+, qui donne le plus d'argent au cinéma français à hauteur de 400 millions récemment, va avoir l'avantage sur tous les films sortis au cinéma pour leur chaîne. Ça crée une vraie hiérarchisation des chaînes de télévision et ça permet de donner un vrai avantage compétitif, c'est important de le souligner, parce que c'est aussi la raison pour laquelle ils le font. Canal+ a en effet droit à un avantage exclusif, parce qu'apparemment OCS on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'ils investissent énormément d'argent vers la production d'œuvres cinématographiques, et dans le sens ils investissent eux-mêmes avec retour d'investissement. 9%, je le rappelle. Et cela leur donne donc un avantage, ce qu'ils confirment. Ils payent, ils ont le droit d'être récompensés, on est d'accord? Oui, on est d'accord. D'ailleurs, Canal+ est le premier en termes d'argent donné à des productions françaises avec 400 millions. Mais du coup, c'est quoi le problème? Parce qu'apparemment, ils trouvent ça normal, mais à la fois non. Eh bien, ça serait injuste pour les autres chaînes et apparemment pour les consommateurs. Alors perso, je parle de spectateurs, mais bon, on n'a pas la même logique visiblement. Puis quand il dit que Canal+ pourra diffuser le film 1917 après 6 mois, c'est faux. Le film a rencontré un succès en salle et ne bénéficie donc pas de dérogation selon les arrêtés ministériels. Donc pour info, c'est 8 mois.
Mais surtout, le problème serait que... Mais je ne comprends pas personnellement pourquoi est-ce que Canal+ aurait le droit d'avoir tous les films sortis au cinéma. Je n'aurais rien de mal à ce qu'ils aient les films qu'ils produisent en avance, ça y a aucun problème, c'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit d'avoir 1917 en avance alors qu'ils n'ont pas forcément produit le film? J'espère qu'ils n'ont pas aidé à la participation du film parce que c'est un exemple que j'ai pris au hasard. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir un avantage pour vraiment tout ce qui concerne le cinéma en France? S'ils aident les cinémas, à la limite, je comprends, mais là, on parle vraiment de contribution budgétaire à la production française. Pourquoi avoir un avantage sur des films qui ne sont pas français ou qui n'ont pas coproduit? À la limite, vous vous dites, oui, mais ils payent plus que tout le monde, ils devraient pouvoir diffuser les films. Oui, mais alors laissez les autres producteurs et les autres distributeurs payer aussi. Le problème, c'est que Canal+ monopolise cette partie-là du cinéma français et les autres producteurs, distributeurs ne peuvent pas y avoir accès. Je ne dis pas que tous les autres distributeurs voudraient le faire, mais j'ai l'impression qu'avec cette loi-là, ils n'ont pas non plus la possibilité. Alors pour commencer, je vous cite un billet d'information publié par Canal+. La nouvelle chronologie des médias reconnaît la position unique de Canal+ dans le cycle de financement du cinéma, dont il est de loin le premier soutien en France avec quelques 150 millions d'euros investis chaque année pour la seule chaîne Canal+, et près de 400 millions d'euros aux bornes du groupe Canal+, pour le cinéma français et européen. Donc déjà, les 400 millions, on parle du groupe et non de la chaîne parce que la chaîne, c'est 150 millions. Et donc, les 400 millions, c'est l'ensemble du groupe, ce qui inclut MyCanal, C8, C-Star et tout le reste. Et ensuite, on est d'accord que c'est parce qu'il y a un financement exceptionnel qu'il y a exception faite pour Canal+. C'est comme ça que la chaîne et le ministre Franck Richter justifient cette exception. Pourquoi ne pas changer les choses et permettre à toutes les plateformes de streaming de participer? C'est-à-dire qu'au lieu de financer le cinéma français à hauteur de 400 millions d'euros, pourquoi ne pas le financer à hauteur de 700 millions, d'1 milliard, et de permettre à tout le monde de mettre un peu d'argent, c'est-à-dire mettre avec Canal+ 200 millions, Netflix 200 millions, Amazon 200 millions. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions à ce sujet-là? Ça qui serait intéressant, parce que là, tu as juste l'impression que c'est Canal+ qui dit voilà, je fais ça, les autres n'ont pas le droit de faire ça. Imaginez-vous que Netflix et Canal+ donnent tous les deux 200 millions et arrivent à ces 400 millions de financement et ils ont tous les deux le droit de diffuser leurs films sur la plateforme après 6 mois d'exploitation de salle parce que les deux participent au financement du cinéma français et les deux auraient techniquement le droit. Bon, alors là, il n'y a rien qui va, donc on va faire par étapes. 1. Au risque de me répéter, Canal+ est à l'heure actuelle dans un cas unique par rapport aux autres ayant un accord. 9%, mesdames et messieurs. Oui, c'est bon, on a compris. Oui, pardon, c'est parce que quand j'étais en cours, j'étais au fond de la classe, appuyé contre le radiateur, et généralement j'écoutais pas. Et donc du coup, je sais que ça existe encore, et je répète pour ces gens-là. 2. Financé à hauteur de 700 millions, 1 milliard. Alors, si je comprends bien, là tu parles de l'idée de demander à tout le monde de mettre le même chiffre pour avoir le même avantage. Si c'est ce que tu essayes de dire, c'est pas déjà le cas avec les chaînes payantes qui ont signé un accord en fait. Et encore une fois, ça ne tient pas compte du contexte unique de premier contributeur. 3. J'ai l'impression que Canal+, c'est voilà, moi je fais ça et les autres peuvent pas. Bah, si, ils le peuvent. Il y a des accords signés, c'est juste qu'encore une fois, Canal+, oh puis merde, Morgane, fais-toi plaisir. Quand Canal+ investit de l'argent, ça fait combien ? 9%. Et ce qui est drôle, c'est que Orange OCS a également signé cet accord. Je vous rappelle ça, et le fait que c'est aussi stipulé dans les sources de Redger. 4. Imaginez Canal+ et Netflix donnent 200 millions chacun. Alors, Netflix n'est pas une chaîne de télévision payante, mais une plateforme SVOD par abonnement. Pas dans la même place dans la chronologie des médias, même si vertueuse. Et au-delà de leur place dans la chronologie des médias, on a d'un côté une chaîne qui diffuse une œuvre à heure fixe, et de l'autre une plateforme SVOD qui diffuse l'œuvre en illimité, H24, durant l'achat de son droit de diffusion. Et OCS y a le droit selon le ministre de la Culture, encore une fois, donc ce n'est pas impossible. Il faut juste négocier. Négocier! Enfin bon, continuons. Mais je pense que ça serait bien d'inclure tout le monde, que TF1 donne une partie, etc., etc. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, il faut que tout le monde donne la même somme. Parce que si on fait en pourcentage de chiffre d'affaires, c'est malhonnête. Pourquoi? Parce que si, imaginons, TF1 ne doivent donner que 10% de leur chiffre d'affaires et ensuite, je sais pas, Netflix 16%, et qu'ils ont tous les deux les mêmes films 6 mois plus tard, c'est de la mauvaise compétition. Netflix sera beaucoup moins compétitif que TF1. Donc il faut permettre à certaines chaînes et plateformes de donner la même somme. Comme ça, vu que tout le monde donne la même somme, tout le monde a le droit aux mêmes avantages. Attends, quoi? Mais ça n'a aucun sens. En gros, tout le monde donne le même chiffre, donc impossibilité de donner plus pour ceux qui le veulent et de donner moins pour ceux qui ne le peuvent pas. Et surtout, si tout le monde est dans un contexte exceptionnel,
bah il n'y a plus de contexte exceptionnel. Genre, oh je sais pas, le délai de 15 à 17 mois pour les chaînes payantes qui est déjà appliqué et qui ne concerne pas Netflix parce que SVOD non vertueuse sans accord. Et évidemment, le fait que OCS ait également bénéficié de cet accord. Moi je l'aime bien parce qu'il me rappelle les mecs qui étaient au comptoir quand mon oncle il m'amenait au PMU, tu vois. Genre je buvais mon petit Orangina, et puis si t'écoutais un petit peu, les mecs ils refaisaient le monde. Et oui, avant de créer une nouvelle réalité, faut déjà commencer par connaître celle qui existe déjà. Donc au lieu de faire la compétition sur l'exclusivité, d'avoir certains films, pourquoi ne pas faire la compétition sur le contenu? On garde une certaine forme de taxe pour le cinéma français pour toutes les chaînes et pour toutes les plateformes, mais au lieu que ces chaînes-là et ces plateformes se fassent la guerre sur l'exclusivité, qu'elles se fassent la guerre sur le contenu, c'est-à-dire qu'elles créent plus de contenu français, qu'elles aillent elles-mêmes créer du contenu qui pourra intéresser les gens plutôt que les intéresser avec un film qui est sorti il y a 6 mois, américain ou asiatique. Si Netflix et Canal+ ont tous les deux le droit de diffuser 1917, c'est pas un avantage compétitif, c'est pas un avantage de marketing. Du coup, ils vont devoir attirer des gens avec d'autres choses comme des productions. Bon, alors là, je le coupe parce que c'est totalement hors sujet. Le contenu vient de la production. On parle de diffusion ou de distribution dans le cadre de la chronologie. Donc, rien à voir. Parce qu'imaginez-vous être Netflix ou Disney, vous avez fait Avengers Endgame et vous vous dites ouais je vais le diffuser sur Disney+, mais tu ne peux pas parce que c'est Canal+ qui a le droit. Donc une chaîne étrangère qui n'a pas du tout participé au fait que tu produises ton film va te dire non non doucement c'est moi qui diffuse ton film avant ta plateforme de streaming. Alors théoriquement, Canal+ peut diffuser le film. À condition d'avoir obtenu les droits de diffusion par Disney. Canal+ va pas venir racketter Disney, faut arrêter de délire 5 minutes. Surtout quand il dit ça plus loin. On va pas forcer Canal+ à laisser Netflix avoir accès à leur contenu 6 mois plus tard. Pareil qu'on va pas forcer Netflix à donner l'accès à Canal+. Relire son texte pour vérifier sa clarté et sa cohérence. C'est si compliqué que ça? Et surtout, durant toute la vidéo, il te dit que Canal+ peut diffuser un peu tout ce qu'il veut. En fait, à aucun moment, il t'explique qu'il y a des droits de diffusion à payer. Si tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est gratuit. Cette vidéo me rappelle la pub frauduleuse de Comme J'aime en fait. Oui, elle est vraiment gratuite. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où tout est gratuit comme ça. Plus loin, il parle ensuite du fait que Netflix ne puisse pas diffuser un de leurs films en salle et que c'est bien pour éviter la compétition. Ah bon, ils ont pas le droit. Source. Mon nom elle est spéciale parce que dedans il y a des bulles. Non, parce que le problème, c'est plus que s'ils diffusent un film en salle, bah ils peuvent pas le mettre sur leur plateforme à cause de la chronologie des médias. Ce qui a déjà créé plusieurs polémiques, dont ils devraient être au courant car les articles qu'ils citent l'explicitent clairement. D'ailleurs, si je peux me permettre, il dit que c'est bien parce que ça empêche la compétitivité, alors que juste avant, il t'explique que la compétitivité c'est important. Ah, schizophrénie, quand tu nous tires. Enfin bref, on continue. C'est-à-dire que s'il voulait sortir d'Irishman, il aurait fallu attendre 3 ans avant de le revoir en streaming. Imaginez-vous produire un film qui coûte extrêmement cher, le distribuer et faire du marketing, et ensuite attendre 3 ans pour le revoir, alors que Canal+ aura le droit après 6 mois. Bon, alors, encore une fois, si Netflix ne donne pas de droit de diffusion à Canal+, Canal+ ne peut pas diffuser leurs œuvres. Et surtout, à un moment, il parle de coûts de production. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles les diffusions de films Netflix au cinéma sont exceptionnelles, y compris dans d'autres pays. Parce que c'est bien gentil de prendre l'exemple de la Pologne, quand, selon IMDb, elle fait partie des 9 pays à avoir fait une exploitation en salle non limitée d'Irishman, par exemple. Netflix a une plateforme en ligne, donc il suffit pour eux de mettre le film dans une base de données. Une distribution en salle demanderait un coût de distribution, faire les DCP, les envoyer, etc. Et Netflix n'aurait pas 100% des gains générés par le ticket. Et ce n'est pas non plus avantageux pour le spectateur, ou le consommateur, ça dépend comment on les appelle, car un ticket de cinéma c'est souvent plus cher qu'un mois d'abonnement à Netflix, donc clairement ils n'ont aucun intérêt à le faire. Après, cela dit, on peut se dire qu'effectivement ce n'est pas très juste pour Netflix et les autres plateformes SVOD, de ne pas pouvoir diffuser le film en salle, et sur leur plateforme s'ils ont produit le film, et dans ce cadre uniquement, et que le délai de 3 ans, bon, c'est un peu chaud. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, cependant, il y a des négociations dans la nouvelle loi de l'audiovisuel qui va changer certaines choses, j'espère. Comme Reggie le souligne, la chronologie des médias évolue. Et bah, bien évidemment qu'elle s'adapte, ça a été le cas avant, ce qu'il précise d'ailleurs. C'est une loi qui a été modifiée récemment, fin 2018, et qui a aussi été modifiée en 2009, donc il parle souvent de cette loi, il l'évalue assez souvent. Mais il faut bien comprendre une chose, si on raccourcit les délais, on risque de perdre des contributions financières. C'est pour ça, entre autres, que Canal+ et d'autres chaînes donnent de l'argent pour avoir des délais plus courts. Modifier la chronologie risque de pousser ces contributeurs à arrêter leur investissement, ou du moins les diminuer. Et le cinéma français en prendrait un certain coup. Plein de films bien moins connus y perdraient énormément, car encore moins de financement.
donc un impact culturel en plus de ça. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et ce serait peut-être bien de s'en rendre compte quand on parle de cinéma et surtout de la chronologie. Espérons que Canal+ ait beaucoup moins le monopole de cette sortie cinéma 6 mois après et permettre à vraiment tous les distributeurs de financer le cinéma français, qui pourrait permettre au cinéma français d'avoir plus d'argent peut-être, sinon c'est contre-productif aussi. Si au final on se retrouve avec moins d'argent que ce qu'aurait donné Canal+, ça n'a aucun intérêt, je préfère que Canal+ garde l'exclusivité. Mais si au final tu as plus d'argent ou la même somme, je préfère que tout le monde gagne vraiment l'exclusivité. Du coup, ce serait plus l'exclusivité, mais vous comprenez l'idée. Alors, c'est clair comme le décomptat d'une fausse sceptique à ce moment-là, et ça prouve la non-maîtrise totale du sujet. On va me dire que c'est méchant de dire ça, mais non, sans déconner, à un moment, quand tu parles d'un sujet, il faut le maîtriser un minimum. Bon, après c'est normal qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. C'est toujours plus facile quand t'as fait des études de cinéma et que t'as un prof qui t'a expliqué tout ça. Ouais, ça aide un peu. Pareil, tu maîtrises un sujet économique beaucoup plus facilement quand tu fais des études d'économie ou encore de commerce. Là, il ne comprend pas que si Canal+ n'a plus un droit exceptionnel, eh bien le financement d'œuvres cinématographiques françaises risque d'être gravement impacté. Et dire l'exclusivité pour tout le monde, tout en se rendant compte que ça n'a pas de sens en disant Je préfère que tout le monde gagne vraiment l'exclusivité. Du coup, ce serait plus l'exclusivité, mais vous comprenez l'idée. alors que non, vraiment, là ça n'a aucun sens, faut faire gaffe à ce qu'on écrit. Parce qu'on verra comment évolue la nouvelle loi audiovisuelle, mais cette loi au final elle est bénéfique à qui? Aux producteurs, aux distributeurs, c'est tout, et pas à tous les distributeurs encore. En tant que cinéphile, cette loi elle vous fait du mal plus qu'autre chose. Et là, également hors sujet, la chronologie des médias n'a jamais été faite pour les spectateurs, mais pour les distributeurs ou diffuseurs. Elle a été créée pour ça à l'origine, pas pour le confort des spectateurs, et le pire c'est qu'il le dit en début de vidéo. C'est une loi à la base qui sert pour aider le cinéma français et l'empêcher d'avoir de la compétition de la télévision. Surtout qu'à ce moment-là, faut tout remettre en question. Pourquoi mettre des délais entre la sortie nationale et la sortie Blu-ray? Je comprends qu'on puisse encore une fois considérer que 36 mois pour la SVOD non vertueuse, sans accord, rappelons-le, c'est long, effectivement. Même si le dématérialisé des SVOD, je trouve que ça a beaucoup de limites. Le support physique serait donc l'une des solutions. Ici, c'est le système entier qui est remis en question, ce qui aura un très mauvais impact économique et risque de créer pour le coup un vrai monopole, chose à éviter selon ses dires. La télévision, y compris Canal, et les supports physiques sont déjà en déclin économique depuis un moment, à cause de l'apparition de la SVOD notamment. Changer la chronologie des médias, comme ça, c'est condamner ses diffuseurs. Et c'est aussi condamner des petits distributeurs qui se battent chaque jour pour mettre en avant des petits films qui sont quand même des pépites, mais qu'on ne voit nulle part. C'est donc pour ça que la modification de la chronologie, comme l'indique une des sources qu'il a mise en description, est quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc je préfère qu'il y ait plus personnellement une guerre sur le contenu plus que sur l'exclusivité, que ce soit une guerre marketing ou de contenu original. Je pense que si toutes les plateformes s'y mettent, il y aura plus d'argent pour le cinéma français. Est-ce que ça va faire du mal à Canal+? Oui, évidemment, mais il est temps de changer, il est temps d'évoluer, on est en 2020, c'est une loi archaïque qui est vraiment très vieille, qui sert que à Canal+ actuellement. Il faut aujourd'hui partager le gâteau et faire de la compétition sur différents points de vue. Il y a un moment, l'exclusivité, c'est pas de la compétition, c'est pas bien ça. Sauf encore une fois de ce que tu produis toi-même, ça y a aucun souci. On va s'arrêter ici concernant cette vidéo. Après, il dit que les autres pays font pas pareil, oublions le principe d'exception culturelle française qui, contrairement aux autres pays, ne voit pas les œuvres culturelles comme des produits de consommation, mais des œuvres culturelles. Mais bon, ça je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir un jour, mais cette notion est là aussi fondamentale, et il faut la connaître avant d'en parler, surtout à 122 000 personnes, et quand bien même on ne serait pas d'accord. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne dit jamais exception culturelle, et c'est là où tu vois quand même qu'il est certainement passé à côté de son sujet, parce que l'exception culturelle est indissociable de la chronologie des médias. On s'arrête en fait à ce moment-là pour signifier notre plus gros problème, le manque total d'objectivité. Je veux bien qu'on ait son propre avis sur un sujet, mais à un moment, faut un contenu un minimum réfléchi. Bah pourtant sur Twitter, il avait dit qu'il avait terminé d'écrire sa vidéo, ce qui implique quand même qu'il a réfléchi avant de l'enregistrer. Ici, on ne voit que le problème de la chronologie des médias, parce qu'au final, les points positifs sont très peu évoqués, et donc, contrairement à ce qui est annoncé, la vidéo est biaisée, par omission et par position personnelle. Il faut des sources, s'appuyer sur des faits quand on parle d'un sujet. Surtout qu'ici, on parle bien d'un système concret qui a un fonctionnement et une raison d'être concrète. Et si on a des sources, il faut les citer, sinon c'est du plagiat, et aussi les comprendre pour bien les exploiter et ne pas prendre juste ce qui nous intéresse. D'ailleurs, ces sources, parlons-en. Ah, les fameuses sources à retardement. C'est bien gentil d'avoir mis des sources, mais du coup, on voit clairement qu'il y a des biais par omission, et articles pas forcément très pertinents. Il dit qu'il voit pas le rapport. Sans compter l'article Télérama déjà évoqué, dont il faut avoir un abonnement, on rappelle. On a des articles datés de début 2018, voire de 2017, donc avant l'avenant de décembre 2018.
On a l'omission d'OCS, des articles qui parlent du passage en clair polémique de Canal+ dans le cadre du confinement. À quel moment cette source est utilisée dans cette vidéo? Aucune idée. Et bien sûr, Wikipédia qui est directement cité au lieu de citer les sources de Wikipédia. Et il y a aussi ton 16%. Vraiment, dis-nous où est-ce que tu as trouvé ton 16% parce que je dors plus, je mange plus, je sors même plus de chez moi. Bon, ça c'est normal parce que j'ai pas le droit, on n'a pas le droit. Mais quand même quoi, j'en peux plus. Franchement, mettre ses sources en retard, en plus, c'était pas une bonne idée, parce que pour le coup, les erreurs et les biais sont vraiment clairement visibles. Excuse-moi, j'aurais vraiment jamais dû te demander tes sources en fait. Puis alors, quand en plus tu rajoutes à ça des sources qui pourraient se limiter à « mec, crois-moi », je doute un peu de la qualité de la recherche. Parce que là, je vois juste une personne donner son avis sur un sujet qu'elle ne maîtrise clairement pas. Alors ouais, il a le droit de donner son avis. Et j'ai le droit aussi de répondre à cet avis. Et tous les avis ne sont pas pertinents, et encore moins des vérités. Si un gars me dit qu'il peut sauter à poil dans un volcan en éruption sans mourir, c'est son avis, et ça sera aussi son dernier. Le problème est aussi que derrière l'avis vient une proposition qui n'a absolument aucun sens dans le contexte culturel français, et surtout qui aura un impact économique majeur. Mais bon, il connaît peut-être rien en économie. Et peut-être rien au cinéma. Alors attention, encore une fois, ce n'est qu'une supposition, il n'y a pas d'affirmation. Je trouve aussi des défauts à la chrono, et je pense effectivement, au vu de l'apparition des plateformes SVOD et du téléchargement notamment, qu'elle est à revoir. Mais c'est prévu, et elle a toujours évolué, et il le dit aussi. J'espère juste sincèrement qu'un jour il prendra en compte les corrections qu'on lui fait, parce que c'est pas la première fois. Ou au moins que son public ait le droit à un autre son de cloche. D'ailleurs, abonnez-vous à nos chaînes en mettant la petite cloche. Ça fera pas de mal et ça évitera de mettre des informations à la qualité douteuse dans leur tête. Et si on veut être vraiment dans le subjectif, il ne faut pas se permettre de donner des conseils à des gens qui connaissent clairement mieux le sujet. Surtout en faisant des propositions aberrantes. Voilà, donc merci à toi Morgane d'avoir quand même relu le texte de cette vidéo et d'y avoir participé avec de magnifiques répliques. Oui, merci d'avoir précisé quand même que j'ai aussi fait des vérifications et que j'étais pas juste là pour faire le con. Merci à toi de m'avoir invité d'ailleurs, surtout que j'avais encore plus les boules de savoir que le commentaire qui m'avait pris quand même pas mal de temps à faire, eh bien finalement personne ne le voyait. Donc vraiment, je suis content d'être là, et je le répète, je n'ai en aucun cas attaqué Reggie. J'ai attaqué ses propos, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai différencié l'homme de l'artiste. Voilà, j'espère donc que cette vidéo ne subira pas la censure avec strike, etc. Sinon, vous inquiétez pas, je trouverai une solution. Je précise que je ne ferai pas forcément de ce format un format régulier, mais si jamais j'ai besoin de recorriger une vidéo, je le referai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!